Bienvenue pour ce premier numéro de la nouvelle saison d'Enquête de Région. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre émission d'enquête et de reportage en Bourgogne-Franche-Comté. Un numéro consacré à ceux qui ont choisi de vivre différemment, en dehors des codes de notre société, parfois en marge pour des raisons philosophiques, par respect de l'environnement ou tout simplement par passion. Ils ont choisi de vivre autrement. Sommaire. Vivre ensemble et de peu pour vivre mieux, c'est le credo de 4 communautés de la région, une vie en marge qu'elles ont choisie et qu'elles tentent de faire perdurer. On se base principalement sur l'idée d'apprendre à être plus heureux, d'apprendre à s'écouter, à parler, à partager ses émotions, à vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble, c'est un peu se confronter tous les jours au miroir de l'autre. Pour ceux qui se lancent dans l'aventure, l'habitat partagé est un rêve, mais un rêve qui se heurte souvent aux réticences, aux a priori ou au manque de soutien politique. On n'est pas une communauté, on est vraiment un collectif de gens avec leurs appartements et puis des espaces à gérer ensuite. Voilà. La musique métal vous fait mal aux oreilles. Dommage, car le hard rock génère depuis longtemps des décibels, mais aussi des valeurs et des pratiques qui passionnent les scientifiques et les chercheurs. C'est vraiment un truc de famille. Mon papa a un groupe, mon tonton a un groupe. Et ce soir, il y a ma petite sœur, mon frère est déjà venu au Hellfest avec moi. C'est vraiment ma famille, mes parents, mon oncle et ma tante aussi. Fans de manga, de jeux vidéo ou de séries télé, ils ont décidé d'incarner leurs personnages lors de concours ou de séances photos. Le cosplay, une passion dévorante ou un hobby comme les autres? On se lève, on pense cosplay, on regarde la télé, on pense cosplay, on se couche, on pense cosplay. Puis quand on se voit, il n'y a pas un moment où on ne parle pas cosplay. Ils ont choisi de vivre autrement, ils sont tout de suite dans Enquête de Région. Pour débuter cette émission, on va partir à la rencontre de personnes qui ont choisi de vivre à leur façon. Ils ont créé à la ville ou à la campagne leur éco-village en instaurant des règles pour leur vie en communauté. Ils font comme un pied de nez aux dogmes de la société. Une vie en marge qu'ils ont choisie et qu'ils tentent aujourd'hui de faire perdurer. Voici leur histoire. Et Utopia, c'est un nom, celui d'un groupe d'irréductibles bourguignons, 6 résidents permanents qui se sont établis à Cronat en Saône-et-Loire en 2016 pour vivre à leur façon, leur philosophie, aller vers l'utopie. On se base principalement sur l'idée d'apprendre à être plus heureux, d'apprendre à s'écouter, à parler, à partager ses émotions, à vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble, c'est un peu se confronter tous les jours au miroir de l'autre et d'arriver à en apprendre plus sur soi-même, à être plus en paix. Pour y parvenir, ils ont construit un lieu à l'image de leurs idéaux, un espace où l'argent n'a pas sa place. Ici, on vit de l'économie du don, de petits boulots ponctuels ou du RSA. On pratique la permaculture, on utilise des toilettes sèches pour réduire au maximum son impact sur l'environnement. On a donc les lettres pour chaque personne, donc la première lettre du nom de chaque résident. Et là, on a différentes tâches en fait récurrentes. Donc par exemple, prendre soin des emails, vider le compost de la cuisine. Un règlement strict qui s'applique à tous jusqu'à l'assiette. Ici, on est vegan, on ne consomme aucune protéine animale et en dehors du potager, on se nourrit d'invendus des supermarchés. J'essaie d'acheter que des choses locales. Donc par exemple l'avocat, personnellement j'ai décidé de ne pas en acheter, de ne pas cautionner l'import de nourriture très loin avec du kérosène, des avions et tout ça. Mais du coup, quand j'en trouve dans la poubelle, c'est vraiment... c'est Noël, quoi. Ça, les bananes, les oranges, je suis genre... Un concept qui fédère régulièrement et Utopia ouvre ses portes au public. Une centaine de visiteurs est déjà venue tester la vie en autosuffisance et s'atteler aux ateliers, comme ce Lillois, en pleine construction de yacht. J'adore. Les personnes ici sont très apaisées. Mon corps ne me semble pas encore très adapté à cette vie-là. Mais c'est un objectif, c'est un peu comme quand on fait du sport ou etc. On a un objectif de courir un marathon, etc. C'est un entraînement quotidien. Changer ses visiteurs en habitants, c'est le défi des Utopia pour perdurer.
faire que ce rêve reste une réalité. 8 kilomètres plus loin, la communauté Avec, elle, a déjà parcouru un long chemin. Ici, tout a commencé en 2014 avec 4 habitants, 2 ânes et leurs propriétaires. Le projet de Jean-Christophe Courtan à l'époque, créer un éco-village solidaire et autonome. On quitte le système, mais pour moi, c'est le quitter un petit peu sur plein de points de vue. Le refus d'avoir un cadre qui soit on a le droit de manger ça, mais pas ça. Un dogme alimentaire nous intéressait franchement pas, tout en ayant le souci quand même de durabilité. Mais la priorité pour nous, c'est que chacun puisse se nourrir en termes d'accessibilité financière et de produits sains. Sur le papier, le projet est bien pensé et le terrain fertile. Jean-Christophe a visité 300 lieux avant de s'établir à Lem. 25 hectares de terrain, potager, verger, un gros travail à assurer, mais pas assez de bras pour l'aider. Je ne sais pas à quel point le mode de vie séduit. C'est vrai qu'il y a un gros pas à franchir pour entrer dans des projets où on dépend, on accepte de remettre une partie de notre destinée et des risques dans une décision commune. Donc ça, c'est quand même un pas non négligeable à franchir. Mais ce qui est certain, c'est que depuis le début de l'année, alors je ne sais pas si c'est un effet par rapport à d'autres mouvements qu'il peut y avoir, tels Gilets jaunes ou autres, mais il y a une inquiétude. Après 5 ans de galère, en 6 mois, 40 personnes ont frappé à la porte d'Avec. Des visiteurs au profil récurrent, instituteurs et ingénieurs informaticiens entre 25 et 35 ans. Ici, tout le monde a un emploi à l'extérieur. L'objectif n'est pas de vivre en marge, mais différemment au sein de la société. Avec espère à terme accueillir 30 foyers. Moi, j'y croirai toujours. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs, mais j'y croirai toujours. Eux aussi ont la foi et ça fait 10 ans que ça dure. Goshen est en plein préparatif pour célébrer son anniversaire. Dans cet éco-hameau, la spiritualité est le maître mot. On a un profil type, le fait d'avoir une foi chrétienne, c'est des valeurs qui nous unissent autour du pardon, de la solidarité, de plein de choses. Vraiment un ciment fort qui peut nous aider à tenir dans la durée aussi malgré les crises. On est tous locataires de nos appartements et du coup on a tous notre économie indépendante. Et pour ça, on s'est dit quand même comme maximum de ne pas travailler plus d'un mi-temps à l'extérieur pour pouvoir, pas que ce soit juste un lieu dortoir et d'habitat, mais que ce soit aussi un lieu de vie. Sur ce terrain, au cœur de la vallée de l'Ouge, 5 adultes et 7 enfants sont résidents permanents. Un gîte de 15 places est ouvert aux curieux ou aux pèlerins. Pas de signe religieux ici, on est chrétien alternatif, un mouvement qui porte le nom de Jesus Freaks. Ce lieu, c'est vraiment un lieu pour se reconnecter avec, on va dire, avec le divin, avec le créateur, celui qui nous a fait et qui est apte à nous réparer en fait. Donc ouais, ça se pense bien dans la nature vu qu'on est fait aussi de ça et que c'est la même chose. Enfin, on communique avec, on interagit avec, quoi. Et là, on est chez nous et je pense que c'est le meilleur lieu pour s'élever. À Goshen, on choisit la simplicité volontaire. Les passants y résident à prix libre et les lieux ne désemplissent pas. Dans son livre d'or, Marie enregistre entre 800 et 1000 nuitées par an. Nous, notre idée, c'est qu'ils puissent prendre un temps ici de repos, de calme, un bain de nature. Et aussi, s'ils veulent nous rencontrer, on est disponible et voilà, prêt à la rencontre et au partage, aux échanges. On fait des soirées jeux, des soirées tisanes, discussions autour du feu. C'est l'hiver. 10 ans d'existence, d'expérimentation et d'obstacles surmontés, la même histoire qu'un célèbre quartier dijonnais. L'histoire des Lentillères, ce sont des luttes à la pelle contre l'arrivée annoncée des bulldozers. Tout commence en 2010 quand la municipalité annonce la construction d'un écoquartier sur les terres maraîchères de Dijon. 1500 logements érigés en lieu et place d'un sol en friche. J'ai été maraîcher sur ces terres pendant 20 ans. J'ai été extrêmement choqué de voir que la terre a été complètement retournée par des engins de travaux publics sans aucune raison valable. Et c'est un vrai saccage pour des très bonnes terres maraîchères qui ne demandaient qu'à être cultivées.
Sur ce terrain, propriété de la mairie, le collectif nettoie et exploite les terres. 9 ans plus tard, l'espace est devenu le pot de colle. Le mieux, c'est que les personnes qui ne sont pas professionnelles, ils puissent faire des maraîchages ou des jardinages et sensibiliser par rapport à la production de légumes et à la terre en général. On veut affirmer une autre manière d'être en ville. Et elle s'affirme déjà depuis 10 ans presque. Avant, on parlait de diversité, c'est aussi la diversité biologique. C'est la diversité, la possibilité de s'approprier un espace qui ne soit pas juste dès lors imposé par la municipalité. 8 hectares de terrain et 3000 mètres carrés de jardin partagé en libre accès qui attirent les mains vertes de nombreux Dijonnais. J'étais au chômage depuis 1 an, je vivais en HLM et je manquais de verdure. J'ai eu un tract par un des jeunes des Lentillères et tout de suite, l'après-midi, j'étais ici. Et après, c'était le paradis. Quelle que soit la classe sociale, l'âge, en fait, ici se rencontrent des gens qui ne se rencontreraient pas ailleurs. Un soutien important pour les 80 occupants du site menacé d'expulsion qui fédèrent aussi au-delà des frontières de la région, à l'image de cette famille venue des Vosges. Il faut des choses comme ça et il faut des choses aussi comme le centre-ville de Dijon où c'est vraiment l'architecture ancienne. Et puis ici, il y a les deux choses qui cohabitent, donc ça, c'est intéressant. Pour le quartier libre des Lentillères et les autres collectifs, le combat pour une vie alternative continue. En France, on dénombre une dizaine de zones à défendre et 40 éco-villages. Bonjour Xavier. Hey, j'arrive. Bonjour Jean-Christophe. Ça se mérite pour profiter de la cabane avec vue. Pour venir jusqu'à moi. On est ici entre Clairon et Amondan, en plein cœur de la forêt, dans le Doubs. Là, c'est un paysage magnifique. C'est là qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez choisi de venir construire une cabane dans les arbres. Ouais. Mais comment est né ce projet ? Comment il est né? Il est né d'une vieille envie qui était au fond de moi, je crois qu'il est au fond de tout le monde, d'une cabane dans les arbres. J'en ai toujours fait quand j'étais gosse. Oui, c'est un rêve d'enfant en fait. C'est un rêve d'enfant, ouais. L'idée, c'était de revenir plus proche de la terre. De la nature. De la nature, ouais. De la faune, de la flore. Et puis de ce milieu de la canopée que j'affectionne particulièrement, qui est riche en vie. Plus proche de la nature et donc plus respectueuse de l'environnement ? Ouais, sans doute. Parce que quand on y vit et qu'on la côtoie, forcément, on peut que aimer le papillon qui passe ou même le sanglier. Et du coup, on limite ses émissions en carbone ? Ah ouais, drastiquement. Puis surtout, on veille à pas nuire autour de soi, c'est ça. C'était aussi une volonté d'être un peu à part, d'avoir une vie différente de monsieur et madame tout le monde dans cette société de consommation. C'est pas vraiment la volonté d'être différent, c'est la volonté de faire différemment. De revenir à des choses plus essentielles et à limiter toutes ces consommations inutiles d'une société qui, pour moi, n'avait aucun intérêt parce qu'elle est dans la consommation. Avec du coup le risque d'être regardé un peu comme quelqu'un de bizarre. Oui, mais ça depuis toujours en fait. J'ai toujours voyagé, été un peu très bizarre. Parce que j'ai jamais pu me confondre, enfin m'associer avec une société, un modèle qu'on me proposait. C'est-à-dire le modèle de la société de consommation capitaliste, c'est pas pour vous quoi. Voilà, j'ai jamais pu m'identifier à ça et j'ai jamais trop su trouver ma place. C'est pour ça que je suis parti en voyage d'ailleurs. Pourtant, ça a des avantages, il y a un certain confort que vous avez sans doute pas ici, on en parlera plus tard dans l'émission, mais la société de consommation, elle n'a pas que des mauvais côtés. Absolument. D'ailleurs, vous en faites toujours partie quelque part. Oui, je suis complètement intégré, je suis une personne sociale, qui a une vie sociale et professionnelle. C'est ça, j'ai pas voulu me couper du monde. Je suis venu chercher autre chose, un autre moyen de vivre. Et le regard des gens dans tout ça ? Le regard des gens est parfois étrange. La plupart du temps, beaucoup de gens viennent ici, passent, et puis s'aperçoivent qu'il y a une cabane ou le savent, et puis ils viennent voir. La politique est de rester ouvert parce que c'est un rêve qui m'a fait moi briller les yeux. Du coup, je me suis dit, il faut laisser ça ouvert pour que les gens puissent rêver à leur tour et peut-être avoir des envies de rêve et de construction future.
C'est intéressant de montrer l'exemple à des enfants et de leur dire, écoutez, des rêves sont possibles quand ils sont réalisables, qu'ils ne sont pas complètement fous comme celui-ci, même s'il était en dehors des clous. Alors il est fou Voilà. ou il n'est pas fou ce projet? Il n'est pas vraiment fou en vérité. Il a ramené un réenchantement du monde pour moi. Oh, pour vous? Ouais, déjà. Et puis peut-être un peu pour ceux qui me côtoient et qui vont connaître mon histoire. Et puis d'une manière pratique et concrète, j'atteins un niveau de qualité que je peux atteindre en ville, honnêtement. En qualité de vie, je parle. C'est pas Robinson Crusoe Voilà. complètement, quoi. En fait, Même hein. pas du tout. Ouais. Les gens sont très surpris quand ils viennent. Ils disent, mais c'est pas une cabane, c'est une petite maison. Une petite maison dans les arbres. Comme ma mère, quand elle vient, elle a beaucoup de mal à monter jusqu'ici. Oui, moi aussi, d'ailleurs. C'est délicat, puis après il y a la passerelle et tout Oui, ça. oui. Mais une fois qu'elle est là, oh, mais c'est comme à la maison. Ben oui, c'est comme à la c'est maison. quand même un peu confortable, Ouais. quoi. On est au 21e siècle quand même. Ouais, c'est ça. Et puis je refuse pas toutes les technologies modernes, c'est-à-dire qu'elles sont utiles, genre les panneaux solaires. J'ai vu que le téléphone portable passait très bien ici. Oui, j'ai de la 4G+, Ouais, super. c'est parfait. J'ai ma connexion. Avec vous, Xavier, tout à l'heure, on visitera votre maison et on verra aussi le quotidien avec votre compagne, comment ça marche de vivre comme ça au cœur de la forêt au quotidien. Très bien. Alors parmi les rêves qui peuvent exister, il y a le rêve de l'habitat partagé, l'habitat participatif. Si en France il n'en est qu'à ses balbutiements, dans le nord de l'Europe, c'est devenu la règle. La majorité des constructions de logements se font en habitat partagé. Dans la région, il existe quelques exemples, mais bien des obstacles restent à surmonter, que ce soit à la ville ou à la campagne. Nous avons rencontré habitants et futurs habitants qui pensent être dans le vrai, mais qui sont bien conscients des obstacles créés par la société, mais aussi les mentalités. Regardez. Alors voilà, on arrive chez moi, mais on a laissé la porte d'époque. Hein, c'était le dortoir des filles du temps de la colo. On rentre par la porte d'entrée, une belle pièce de vie qui fait 42 mètres carrés, là, donc cuisine-salon. Une buanderie collective aussi, au lieu que chacun ait sa machine à laver chez soi. Il y aura 3 ou 4 machines pour tout le monde. Voilà, donc on mutualise les biens. Donc aussi d'un point de vue environnemental, c'est plus intéressant. Les uns sont au cœur de la ville, les autres au centre d'un village de 160 habitants. Les uns déjà installés, les autres futurs propriétaires, mais tous ont une même vision de l'habitat, coopératif, partagé et respectueux de l'environnement. Donc là, nous arrivons au 3e étage. C'est un étage qui cette maison elle a été rehaussée dans les années 50. Le Nid des Merles, c'est l'ancienne colo du village du Franois en plein pays des Lacs. École ménagère en 1900, puis colonie de vacances jusqu'en 1976. Catherine et Jean-Michel l'ont acheté en 2012 à la mairie pour en faire un habitat coopératif. Ici, dans le quartier des Chaperets à Besançon, le bâtiment est encore à l'état de plan, mais toutes les familles impliquées dans le projet espèrent un début des travaux à l'automne. L'idée, c'était d'envisager une vie différente de ce qui se faisait, de ce qui se fait habituellement, d'être beaucoup plus connecté aussi entre voisins, de monter un projet ensemble, de réfléchir ensemble à la conception de notre habitat. Au Franois, le projet était de transformer la maison pour y faire plusieurs appartements, avec des parties collectives, comme la buanderie, et des espaces partagés pour s'y retrouver et organiser des activités ou des soirées conviviales. Et ici, c'est la salle d'activité où ont eu lieu beaucoup d'événements, repas avec compteurs, compteuses, repas végétariens, avec les voisins, avec pas mal de gens autour qui étaient ravis. La salle était bondée. C'était super. Malheureusement, des défections ou des accidents de la vie ont obligé plusieurs partenaires du projet de départ à ne pas rester. Catherine et Jean-Michel se sont résolus à louer, faute de candidats prêts à acheter des parts dans la société civile immobilière. Le centre du partage. Carole vit donc ici avec ses 2 enfants, locataire mais très impliquée dans la vie collective. Moi, je vois plus ce que je reçois que ce que je donne. Catherine, si j'ai pas dépendu mon linge parce que je suis partie chercher les enfants et qu'elle voit l'orage qui s'annonce, je le retrouve, je remonte, il est rangé, plié. C'en est trop. À Besançon, l'histoire démarre avec un groupe d'habitants de ce quartier qui cherchent un jardin. La mairie leur en propose un, mais juste à côté, un projet de construction existe.
L'idée de devenir leur propre promoteur germe à ce moment-là. Des habitants du quartier imaginent alors un bâtiment de 12 logements. Tout a été calculé, conserver le platane, l'orientation de l'immeuble pour pas qu'il fasse de l'ombre sur le jardin, d'être le plus respectueux de l'environnement. Mais là aussi, les obstacles vont s'accumuler. Le projet de construction en bois-paille s'avère trop coûteux, les devis des artisans trop élevés. Un nouveau permis est alors demandé avec 3 logements de moins. Ça sent noir et blanc, c'est un peu dommage. Au Franois, la maison est régulièrement visitée par de potentiels habitants, mais il n'est pas toujours simple de convaincre. On n'est pas une communauté, on est vraiment un collectif de gens avec leurs appartements et puis des espaces à gérer ensuite. Voilà. Mais avant de signer, avant d'acheter vraiment, on a rencontré plusieurs fois les élus et c'est vrai qu'on s'est senti obligé de se justifier et de dire non mais attendez, de rassurer, de dire non, on n'est pas une secte. En ville, si les esprits sont a priori un peu plus ouverts, les freins sont aussi administratifs et les statuts pas toujours adaptés. On sort du bien sur catalogue où le promoteur il propose un bien qui est déjà dessiné, pensé, et lui il l'a fait avec un maître d'œuvre, c'est allé très très vite. Là, chacun définit son programme, ses besoins, donc ça prend énormément de temps. La loi Allure a reconnu enfin l'habitat participatif, ça date de 2014 seulement. Mais les décrets sont toujours pas parus pour un certain nombre d'outils, notamment juridiques et financiers. La SCI, en fait, on prend des parts, donc ça correspond pas à quelque chose de matériel. On n'a pas d'espace défini. Et puis, elle est aussi compliquée quand on ferme une SCI, parce que moi, j'ai été là-dedans. C'est vraiment le parcours du combattant. Et ça a quelque chose de pas justement très coopératif. C'est une société. On a plus envie d'être dans une association. Moi qui vais sur la mer, je fais des vers pour la terre. L'association existe au Franois depuis le départ pour les spectacles et les animations. Les marionnettes de Jean-Michel ont même leur petit local au nid. Dans le projet, c'était vraiment habitat et activité. Alors, activité créée par nous-mêmes, et ça s'est ouvert à d'autres personnes, d'autres professionnels qui peuvent utiliser le locaux pour leur propre activité. Mais pour le reste, les regrets s'accumulent et la grande maison pourrait bien être à vendre d'ici quelques mois. Je ne me suis pas installée là où j'avais prévu depuis le départ. Et du coup, faute de moyens. En fait. Voilà, faute de moyens. Faute de moyens et de gens qui nous rejoignent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même qu'il y ait une dynamique. Il nous tomberait plein d'argent, ça suffirait. C'est sûr, ça aiderait, mais ça suffirait quand même pas. Ce lieu, il faut qu'il soit habité, quoi. Il faut qu'il y ait des gens plus jeunes, qui aient envie de faire des choses là-dedans. Pour que ça marche, il faut que ce soit un projet qui soit porté par tout le monde, y compris par les politiques, les élus, la mairie, etc. À la Pernotte, il reste encore un appartement à vendre. 6 ans après son lancement, le projet devrait finalement aboutir. Au moment où on a décidé de poursuivre, je trouve ça extraordinaire, par exemple, d'accepter. Il y a des personnes dans le groupe qui me disent « Oh mon Dieu, ils ne vont jamais accepter qu'on n'a pas le bois-paille, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. » Mais si, il y a quelque chose dans l'envie de vivre ensemble. Et peut-être aussi un truc têtu, peut-être franc-comtois, je ne sais pas, d'aller au bout du projet. Il y a des gens qui peuvent avoir envie d'une autre vie, y compris notamment des gens qui habitent en ville, mais qui veulent... Alors je vais caricaturer, mais qui arrivent ici, mais qui sont paniqués parce qu'il n'y a pas une gare TGV à moins de 50 km, où il n'y a pas la 4G, enfin je sais pas quoi, enfin des choses très très rassurantes quand on a eu tout ça, mais à un moment donné, un projet collectif, c'est aussi lâcher des choses. Dans les coins de campagne, oui, on n'est pas prêt, c'est sûr. Ouais. Les têtes sont pas prêtes. Oui. Et puis en plus, on est proche de la Suisse. Les gens, ils ont de l'argent. Ils n'ont pas de problème pour acheter un appartement, se construire une maison. Choisir de vivre ensemble, choisir son voisin, s'apparente encore en France à une expérience hors du commun, valorisée dans les discours, semée d'embûches dans la réalité. Les habitants, vraiment, moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont connu des hauts et des bas. Dès que ça touche à l'intime, c'est compliqué de faire des concessions. Donc vraiment, eux, c'est une belle... De toute façon, c'est vraiment une belle aventure humaine. Eh ben, bon appétit, les amis! Bon appétit! Je pense que c'est quand même un peu l'avenir, parce qu'on n'y coupera pas à la mutualisation et tout ça. Il faut un peu arrêter avec ce modèle de chacun son petit terrain, chacun ses choses. Mais il y a une phrase qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».
La formule est déjà largement éprouvée dans certains pays d'Europe. En Suisse, en Norvège, en Allemagne où 80% des logements neufs sont en habitat participatif. Alors qu'en France, le Nid des Merles ou la Pernotte font encore figure de pionniers. Tiens, nouveau passager à bord. Ah oui, je t'emmène un invité. Ça va aller? Ouais. Ouais. On va essayer. Oh, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Presque. C'est sportif quand même. Bonjour. Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Merci de m'accueillir. Bienvenue à bord. La cabane et sa terrasse. Ah oui, quand même, terrasse avec vue panoramique sur la forêt, quoi. On comprend du coup votre envie de venir vivre ici, quoi. C'est pas trop impressionnant, non? Ça va? Il n'y a pas de garde-corps par contre. Non, Vous avez non. prévu de le faire plus tard ou... On a décidé de mettre une petite jardinière à la place. Ah oui. Mais Pour- comme pour les éviter oiseaux, que on n'a ça pas de tombe. barrière. D'accord. Vous, Lynn, vous êtes la compagne de Xavier. Voilà. Vous êtes rentrée dans le projet après coup. Comment on vit dans une maison comme ça? Alors, on disait tout à l'heure avec Xavier qu'il y avait sans doute une part de confort moderne quand même. Évidemment, c'est pas une cabane au sens strict, c'est presque une maison dans les Oui. arbres. Mais tout de même. Alors c'était mon rêve de vivre Ah oui. dans la forêt. Alors je ne savais pas comment. Pourquoi un rêve? Parce que je me suis toujours sentie bien en forêt. Alors c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Non, mais on peut se sentir bien en forêt pour balader. Ça peut Voilà. arriver à tout le monde. Mais de là à y vivre en pleine nature, Et en permanence, y compris l'hiver, dans le Doubs là. Je suis venue dans le Doubs justement pour ça, pour cette verdure, pour ces paysages magnifiques. Et la forêt m'appelait, hein, comme Xavier. Et voilà, j'ai eu besoin d'y vivre. Je Alors, sentais voilà, la vie vraiment- quotidienne ici, par rapport au projet que vous aviez au départ il y a plus de 10 ans, Xavier, est-ce que vous avez déchanté un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas collé avec ce que vous imaginiez? Ça n'a pas été simple non plus la construction, hein. On voit aussi comment on est soutenu ici Suspendu sur ce- dans cet arbre. Oui, dans cet arbre, c'est toujours un peu Alors curieux. oui, il y avait ce défi technique et puis il y avait cette volonté de s'adapter au milieu pour y vivre bien et sainement. Le résultat est plutôt positif et il y a eu beaucoup d'évolutions Technologique. avec mes a priori de départ. C'est-à-dire que j'imaginais des choses, finalement ça ne s'est pas passé vraiment comme je voulais. Alors par Mais exemple, qu'est-ce que vous imaginiez que vous n'avez absolument pas pu faire ou qui a complètement changé après? ce que je ne concevais pas encore, c'était le travail que ça demande. C'est-à-dire le bois de chauffage par exemple, l'entretien, les courses qui montent, tout ça. Ça c'est une grosse charge de travail qui est conséquente. Du coup, je ne l'avais pas imaginé aussi grande. Aujourd'hui que j'y suis, je l'assume et c'est un bonheur. Ça veut dire que vous n'imaginez pas finir vos jours ici. C'est-à-dire qu'il y a Non. la montée que j'ai pu faire tout à l'heure, il y a un moment donné, quand on a C'est ça. 80 ans, c'est plus compliqué, on va se le dire. C'est ça, c'est impossible. Donc c'est une étape en quelque sorte. Je pense. Et c'est un peu comme ça que je le voyais. Et ce qui est intéressant, c'est quand elle est arrivée. Moi, j'avais une vie beaucoup plus spartiate, hein. Un homme seul, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et c'était délicat, je me demandais comment Lynn pouvait s'accommoder de ça. Finalement, elle s'en est très très bien accommodée. Elle a adopté des méthodes qui sont se laver au baquet. Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, on a dit vivre près de la nature, c'est être plus écolo, faire attention à sa consommation. Comment on vit dans une maison comme ça? Alors il y a un peu d'électricité quand même, hein, parce qu'il y a Un aussi panneau solaire. des C'est panneaux retourner à solaires. l'essentiel, hein, des choses simples. Mais l'eau courante par exemple. Alors l'eau Je courante. pose des questions bêtes. Hein. Ça, c'est un confort. Parce qu'on peut avoir l'eau non courante Oui. et ne pas avoir le confort de l'eau courante. Tu comprends? C'est juste Oui. une histoire de porter l'eau en fait. Alors du coup, Dans le temps, vous on n'avez pas le portait tout le confort temps. de l'eau courante. C'est ça. Hein, on va le dire. C'est juste ça en fait. Pareil, toilette sèche. Toilette sèche, Et chauffage, enfin, four à gaz, four à gaz. cuisinière à gaz. Isolation plus ou moins Isolation. simple, non, dans une maison comme ça? Ouais, là j'ai tout isolé en laine de chanvre. Oui. Et puis j'en ai pas mis beaucoup parce que c'était vraiment une expérience au départ. J'aurais dû en Et mettre. l'hiver dans le Doubs, dans la forêt du Doubs comme ça, il Ouais, fait ça peut frais. tomber assez bas. Du coup, quand on se lève le matin, c'est dur, non?
Ça va, il faut mettre l'écharpe, aller lancer le feu. Ouais. Et après, on est mieux. Puis après... Alors, j'ai envie de demander à Aline, par rapport au regard des autres, comment vous, qui avez rejoint cette aventure en cours de route, vous voyez ce que les gens disent, entendent, pensent de vous, de votre expérience? Alors pour moi, ça n'a jamais été un problème, hein, puisque j'ai toujours suivi un peu mon intuition, vraiment. Est-ce que ça veut dire que vous en fichez de ce que peuvent penser les autres? Non, je m'en fiche pas complètement, non. Mais je tiens à avoir mon confort de vie et mes choix, ma façon de vivre à moi. Les choix, ils se font parfois un peu en dehors des règles. Ça peut arriver, quand on choisit de vivre comme ça dans une maison dans les arbres, on sait bien qu'il y a des permis de construire, il y a des questions de légalité, alors même si on est évidemment sur votre terrain, hein, c'est le vôtre Xavier, mais vous êtes en conflit ouvert avec la mairie du secteur parce qu'il y a des questions de permis de construire, etc. Est-ce que là aussi vous vous dites, la société d'aujourd'hui, elle est trop réglementée, elle est trop rigide, il faudrait assouplir tout ça et finalement vivre autrement, c'est un peu ça aussi. Oui, alors je voulais vivre autrement, je savais que c'était pas une chose facile d'entrée de jeu. Moi, je voudrais qu'on reconnaisse le droit à chacun de vivre comme il l'entend. Et moi, c'est ce qui me choque ici. Et en même temps, il faut des règles en société pour fonctionner. J'entends très bien. Ce que je veux dire, c'est que je veux questionner la loi au sujet d'habitats légers, par exemple, comme le mien, qui n'a pas forcément les mêmes impacts qu'un habitat traditionnel, mais qui n'est pas reconnu par la loi. Et c'est ça que je demande, c'est qu'on y réfléchisse et qu'on se pose la question de savoir si on ne peut pas leur faire une place, comme les Belges l'ont fait récemment d'ailleurs. Alors il y a eu des décisions de justice contradictoires. Pour vous, aujourd'hui, cette maison, elle va pouvoir continuer à exister? Moi, j'en suis convaincu, oui. Surtout avec l'ampleur qu'elle prend médiatiquement parlant. Et que c'est pour susciter le débat quand on s'ouvre aux médias. Parce que... C'est aussi la question, est-ce qu'à travers votre mode de vie et puis aussi ce combat, quelque part, vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent, qui vivent dans cette société de consommation, moi, je vais dire dans leur béton, comme nous tous, quoi, finalement? Moi, je dirais une chose qui ne va pas plaire, arrêtez de consommer. Trop. Moi, je dirais une chose qui va plaire, c'est vivez vos rêves. Oui, ça me plaît aussi. Ah ben, on va essayer. Merci de votre accueil, en tous les cas. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières. On voit tout de là-haut. Et la Franche-Comté est aussi une terre de métal. Oui, ça peut surprendre. Et d'ailleurs, partout dans le monde, comme dans notre région, de plus en plus de scientifiques et de chercheurs s'intéressent à cette communauté du heavy metal. Alors pour quelles raisons les fans de Metallica ou de Sepultura sont-ils attachés à des pratiques communautaires qui leur sont propres? C'est ce que nous avons voulu savoir. C'est un petit village du Haut-Doubs, devenu célèbre grâce à Louis Pergaud et à sa guerre des boutons. À l'Andresse, paraît-il, du petit gibus au doyen de la commune, tout le monde participe à l'organisation de la kermesse annuelle qui, à la nuit tombée, ressemble à ça. Le métal, ça vous branche un peu ou pas du tout? Oh non, moi c'est plutôt l'accordéon, hein, parce que le métal, quand on est paysan, on entend déjà assez dans la journée. Bienvenue à la Guerre du Son, le seul festival en Bourgogne-Franche-Comté dédié à la musique métal, comme à ses innombrables rejetons, et la liste est plutôt longue. Du néo, du death, du brutal, du black, du industriel, il y a vraiment beaucoup du folk, il y a vraiment plein de genres de métal différents. Mais est-ce qu'il y a une communauté d'amateurs de métal? Bien sûr. Bah, sinon on serait pas là. La preuve à la Guerre du Son. On serait Franchement, pas là. sans déconner, on serait pas là sinon, voilà. Pourquoi la Guerre du Son, ils font que du métal maintenant? C'est un peu à cause de ça. En pleine campagne. En pleine campagne. Le camping du festival, lui, est comme tous les autres. Il vit au rythme des apéros, dans une ambiance certes tribale, mais familiale. Et c'est bien justement ce qui plaît à Idaline, une grande amatrice de musique métal. Il y en a ici que je connais que par l'Andresse, parce que je les vois que à l'Andresse. C'est juste au début, c'est pas facile quand on connaît pas les gens, mais au bout de 2 jours, 3 jours, des fois 4 jours de festival, on connaît tous ses voisins et puis on se retrouve, on partage, c'est sympa. Moi je reviens toujours au festival de rock, de métal. Je sais pas, c'est plus ma personnalité, c'est plus mon bien-être que je retrouve dans ces gens-là.
Bon, ici, c'est vrai que c'est un peu sportif. Du bonheur à l'état brut pour les fans. Un vrai laboratoire en tout cas pour Magali et Stéphane, 2 universitaires qui étudient ce que l'on appelle les métalleux. Et dans le monde, ils sont loin d'être les seuls chercheurs à s'intéresser à cette musique et à ces drôles d'adeptes. Du moment qu'il y a une communauté qui relie des milliers, voire des millions de personnes autour d'un même objet qui sera, bon, là on ne va pas définir les 1000 sous-genres du métal, mais qui sera la musique métal, il est important de s'y intéresser. En tant que sociologue des pratiques, en tant que linguiste, en tant que géographe, de toutes les manières possibles, du moment que des gens s'intéressent en masse à quelque chose, on ne peut pas le dénigrer. On le sait, l'amateur de métal est un homme plutôt jeune, souvent diplômé d'ailleurs, mais pour nos enseignants franc-comtois, il fallait pousser plus loin l'exploration de ce mouvement. On a essayé dans notre étude de définir les différences qu'il pourrait y avoir entre est-ce qu'il existe des métalleux des villes et des métalleux des champs. Et effectivement, il y a quelques menus différences sur ce qu'ils apprécient et comment ils considèrent le métal. Mais globalement, en fait, il y a quand même une forme de communauté, je dirais, autour du métal. Le groupe Assigned Fate incarne justement la relève d'un genre qui cogne toujours aussi fort. Les musiciens qui vivent en Franche-Comté viennent de sortir un album. Et vous aimez parler de quoi dans vos textes? C'est varié. Ça peut être, c'est vaste. C'est vaste. Ça peut être le fait, comme ce soir, d'être à un concert et puis de boire une bière avec ses amis. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être la remise en cause de l'existence d'un dieu. C'est très varié sur l'album en tout cas. Il y a un lien qui unit tous ces amateurs de musique, comme il y en a un par exemple entre les motards. Et on comprend mieux le travail des universitaires lorsque l'on découvre que la passion pour le métal relève parfois de la tradition familiale. Oui, moi je suis née dans le métal. C'est vraiment un truc de famille. Mon papa a un groupe, mon tonton a un groupe. Et ce soir, il y a ma petite sœur, mon frère est déjà venu au Hellfest avec moi. C'est vraiment mon mes-parents, mon oncle et ma tante aussi. C'est vraiment un truc familial. La musique, c'est super important chez nous. On est tous musiciens. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Idaline qui, dans le civil, pourrait-on dire, évolue dans un univers plutôt silencieux. Je pense que tout le monde sait que j'aime la musique métal. Ça s'entend un peu dans ma voiture quand j'arrive, ça se voit un peu physiquement avant que j'enlève tous mes piercings, tout ça, avant de rentrer au boulot. Et je suis relativement proche de mes collègues, je m'entends très bien avec, donc ils savent bien ce que je fais à côté du boulot. Ouais. Il y a une deuxième vie alors après le boulot? Oui, il y a une deuxième vie après le boulot. Après, c'est vrai que je suis très ancrée dans ma région, donc le comté, les produits locaux, c'est important aussi pour moi. Ils sont plutôt discrets, les métalleux, en dehors des festivals, à l'image d'ailleurs du seul bar dédié à cette culture musicale à Besançon. Un lieu référencé sur le site web de la communauté, l'incontournable Metal in Franche-Comté. Et quand on demande au patron les raisons de son choix, la réponse semble évidente. J'ai grandi dedans. C'est génétique. Je crois que c'est génétique. Nos parents. Enfin, de mon côté, c'est mon père qui... Moi je suis né, donc mon père avait les vinyles de Motorhead, de Maiden. C'est vrai qu'on commence généralement assez tôt à écouter du métal. Oui, mais après, il y en a qui changent aussi, hein, je veux dire. Oui, il y en a. Moi, j'en ai connu qui sont plus du tout métalleux, quoi. Si, quand même. L'adolescence, c'est l'appartenance, en fait, c'est ça, c'est appartenir à quelque chose. Et dès qu'on est adolescent, on se cherche, c'est clair. Et soit on va tomber dans le rap, on va tomber dans pas mal de styles, puis finalement, quand on est dans le métal ou dans le rock, c'est vrai que ça dure quand même longtemps. Très populaire dans les années 80, le métal est aujourd'hui quasiment invisible dans les médias traditionnels. Difficile pourtant de parler de déclin. L'incroyable succès du Hellfest dans la région nantaise prouve que la communauté du métal se porte bien et qu'elle diffuse, contrairement aux idées reçues, des valeurs très positives. Les gens qui sont métalleux, qui revendiquent le métal, qui pratiquent le métal, aussi un état d'esprit qui est
j'allais dire, plutôt sereins. Les métalleux sont des gens très respectueux. Les métalleux sont des gens, j'allais dire gentils. Alors, on ne peut pas dire gentil parce que le mot gentil a beaucoup dévié de son sens initial, mais c'est des gens respectueux et c'est des gens qui sont vraiment bien avec leur communauté, si on peut parler de communauté. Dans 20 ans, il y aura encore des métalleux, alors? Oui, alors peut-être que ce seront ceux d'aujourd'hui qui ont vieilli, puis il y en aura peut-être d'autres plus jeunes qui prendront la relève, mais ça, on ne sait pas trop. Effectivement, la moyenne d'âge, elle est plutôt vieillissante. Et à Landrès comme ailleurs, les chercheurs n'ont pas fini de plancher, car dans l'ombre du métal, une autre communauté, plus turbulente, attend elle aussi l'arrivée des géographes et des anthropologues. Par contre, la communauté punk, faut se réveiller les gars, putain, sans déconner, il y a moins de punk là, ça saoule. Faut faire un peu des crêtes là, de toutes les couleurs. Bon, allez, à plus les gars. Eux aussi ont décidé de vivre autrement, ou tout du moins leur passion est originale. Nous avons choisi de suivre des Dijonnais passionnés de cosplay, personnages de jeux vidéo, de films, de mangas. Ils fabriquent et portent ensuite leurs costumes. Véritable phénomène né aux États-Unis, le cosplay a explosé au Japon dans les années 80 avec le manga. En Europe, la France ferait partie des pays où l'on compte le plus de cosplayers et notre région, vous allez le voir, n'est pas en reste. Jeux vidéo, mangas, séries télé, films et parfois littérature, l'univers du cosplay compte de nombreuses galaxies. Contraction des mots costume et play, joué en anglais, le terme naît au Japon il y a près de 40 ans. Mais l'aventure du cosplay a en fait débuté aux États-Unis dans les années 30. D'abord très marginal, ce type de déguisement va prendre son envol grâce au phénomène Star Wars à la fin des années 70. Une pratique popularisée par l'explosion du manga. Bonjour. Eh bien, bienvenue chez moi. Pokémon, Naruto ou autres Dragon Ball Z, côté déco, le ton est donné. Améline et sa sœur Aurélia sont fans de manga et de jeux vidéo. Si elles ne vivent pas ensemble, l'aînée a dédié chez elle un espace à leur passion commune, le cosplay. Et parfois, après leur travail, elles se livrent à un drôle de rituel. Faut qu'on compte la couture. Oui. En plus. Donc jusqu'au genou. Oui, voilà, à peu près. Oui. On n'a pas trop eu de cours pour faire les patrons. Alors, on a trouvé cette méthode-là un jour. Je lui ai dit, mais pourquoi pas je me mets sur le tissu directement. On a essayé et depuis ce jour-là, on utilise cette méthode parce qu'on voit que ça marche. Bon. Eh bien, tenez, très cher. Faut découper maintenant. Pas très académique, mais efficace. Les sœurs réalisent jusqu'à 6 costumes par an. Actuellement, elles se préparent pour leur prochaine convention. Alors là, on est en train de faire le costume d'Aurélia. Donc c'est Mipha, c'est un personnage dans Zelda, dans le dernier Zelda. Et en fait, on a trouvé 2 dessins en fait, d'un fan. Toute la partie de la tête, on va faire là. Et là, la partie robe, on va la faire un peu en tulipe. Si ça craque, il faut qu'on puisse recoudre, tu vois. Ici, tout est fait main. C'est d'ailleurs la règle si l'on veut participer à la plupart des concours. Résultat, ces cosplayeuses sont devenues de véritables touche-à-tout. Faut être coiffeur, faut être couturier, peintre, enfin, tous les métiers on fait en fait. Améline et Aurélia pratiquent le cosplay depuis plus de 10 ans. Dans la famille, parents, frères et compagnons ont appris à vivre avec cette passion, une passion parfois mal perçue par le grand public. Il y a plein d'activités maintenant. On va en convention et qu'on est dans le tramway, les gens ils disent mais ils y font eux, ils sont complètement tarés ou ouais allez c'est des gosses quoi, c'est des gens qui sont atteints du syndrome de Peter Pan. Je trouve que c'est pas plus extraterrestre que d'être complètement fada de Disneyland et d'aimer Mickey, Minnie, même quand on a 50 ans, et de vouloir acheter à Disneyland des oreilles pour se les mettre sur la tête, pour faire comme tout le monde. Moi, je ferais pas ce qu'elles font. Faire une prestation comme ça devant des gens qui les regardent et tout, c'est quand même pas évident. Donc je trouve ça formidable qu'elles aient le courage de le faire. Je me suis totalement décomplexée en fait. Je me suis trouvée belle, je me suis trouvée vraiment bien et je me suis dit mais pourquoi je me suis prise la tête pendant des années à me dire mais oh je suis pas belle, je suis grosse machin, alors qu'en fait, non.
Grâce à toutes les conventions et à tous les concours qu'on a fait, m'être mis sur scène, j'ai pu un peu dévoiler tout ce que j'avais intérieurement, de pouvoir bien m'exprimer et d'être de plus en plus moins timide. Et grâce à ça, je suis quand même mieux aussi dans ma peau. Hein. Quand on était petite, on se déguisait un peu avec ce qu'on avait sous la main. Et puis à l'époque, on cherchait beaucoup d'images sur Google. Et on est tombé en fait sur des images de personnages de jeux vidéo, donc notamment Final Fantasy, sauf que c'était des vraies personnes. Au début, on a cru que c'était des images de synthèse, et en fait, on s'est rendu compte que c'était des cosplayers. Donc du coup, après, on a cherché sur Internet ce que c'était le cosplay, comment on pouvait faire, on s'est renseigné et on a découvert cette passion. Oh. Livres, goodies, figurines, les tentations sont nombreuses, car le cosplay s'accompagne souvent d'une passion pour l'univers manga. Les sœurettes ont tout de même les pieds sur terre, même si régulièrement, ces amoureuses du Japon s'autorisent un dépaysement à moindre coût dans ce salon de thé. Coucou. Ça va? Ouais, toi? Salut. Aujourd'hui, elle retrouve Laurine, une amie. Tu nous as attendus. Pour promouvoir leur passion, elles ont fondé ensemble l'association Chouette Cosplay. Alors, qu'avez-vous choisi? Du coup, ça sera 3 infernos, s'il te plaît. Pour ces 3 amis, le cosplay est évidemment bien plus qu'un simple déguisement. On se lève, on pense cosplay, on regarde la télé, on pense cosplay, on se couche, on pense cosplay. Quand on regarde une série télé ou un film ou n'importe quoi, on se dit « Oh tiens, je ferais bien ce costume-là ». Puis quand on se voit, il n'y a pas un moment où on ne parle pas cosplay. 2 premiers infernos. Ça réunit plein de choses que j'aime bien, le maquillage, le théâtre, je fais de la couture, je fais des armures. Et j'aime surtout incarner le personnage, en fait, que ce soit en photo ou en prestation sur scène. C'est ce qui me plaît le plus dans ce cosplay. Santé. Des spécialités nippones, une bibliothèque pleine de mangas, ici les cosplayers ont le sourire. Pourtant, l'existence d'un salon de thé japonais au centre de Dijon a de quoi surprendre. Ici, ils ont cette possibilité, c'est de ne pas être regardé avec insistance, mais plutôt avec admiration. À Dijon, c'est vraiment une ville où le cosplay est beaucoup représenté. Il y a d'ailleurs 2 conventions par an sur le manga. Et on va dire que 2 tiers des personnes qui y vont sont cosplayées. C'est incroyable. C'est bon, allez hop, en route. Fais comme si tu faisais apparaître un pouvoir dans ta main. Regarde là-bas. Il y a quelqu'un qui peut aller changer le crâne de place, s'il vous plaît? Couturier, coiffeur, bricoleur, le cosplayer joue également les photographes. C'est le cas de Laurine. Aujourd'hui, pas de personnages de manga, place aux anges et aux sorcières de l'Évangile de Bastalec, un roman écrit par 2 auteurs dijonnais. Des costumes originaux, entièrement créés et dessinés par notre petite troupe. C'est surtout voir le rendu de tous nos costumes, de notre roleplay, parce que bien sûr, à chaque fois qu'on pose, il faut ressembler au personnage. Et ça permet de voir un peu son travail complètement fini, en fait, et d'en être assez fier. Sens de la pose, force du regard, une séance photo digne de professionnels, car le cosplay va bien au-delà d'un simple port de costume. Monte ta main plus dans ses cheveux, attends. Au début, on n'est pas très à l'aise, devant l'appareil photo. On n'a pas forcément. Après, on est tous plus ou moins à l'aise, ça dépend comment on est, quoi. Mais on apprend au fur et à mesure, et puis avec l'âge aussi, on est un peu plus sûr de soi, quoi. C'est moi qui fais les photos, moi je fais. Oui. C'est une façon de vivre autrement, et je pense que c'est surtout une façon de partager sa passion et de partager son amour pour un personnage, ou son amour pour la couture, ou pour fabriquer des choses. Je trouve que c'est une passion vraiment humaine. Détendez-vous, je te règle pour l'appareil photo. Merci Lynn, merci Xavier de nous avoir accueillis dans votre cabane dans les arbres, dont on va profiter encore un petit peu. Et puis nous, on se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là surtout, prenez soin de vous.